Jenny tenait, là, au centre de cette salle, imposante, sous le regard glacial de dizaines de personnes. Le sol de marbre reflétait la lumière de lustres en cristal, et je voyais mon propre reflet trembler à mes pieds, une femme de 32 ans, les cheveux noirs attachés en un chignon parfait, vêtue d'un tailleur marine choisi, avec soin, essayant de paraître forte alors que je me sentais totalement brisé. Les voix autour de moi semblaient provenir d'un tunnel lointain, mais les mots me blessaient profondément. Vous n'êtes qu'un imposteur. Comment osez-vous remettre en question notre décision? Vous devriez avoir honte d'être là. Ma gorge était sèche comme du sable. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Là, j'étais, Hélène Moreau, la femme autrefois considérée comme l'héritière naturelle d'un empire familial, publiquement humiliée lors de l'assemblée qui déciderait de mon sort. Et tout cela à cause d'une lettre que j'avais signée à l'âge de 10 ans, sans même savoir lire correctement. L'ironie cruelle de la situation me frappait comme des vagues de glace. Moi, qui avais consacré toute ma vie à honorer le nom de la famille, qui avais sacrifié mes rêves personnels, mes relations, même la chance d'avoir des enfants, pour être à la hauteur de l'héritage que ma grand-mère avait construit. J'étais maintenant traitée comme une étrangère, une intruse dans ma propre histoire. L'avocat représentant l'Institut de recherche médicale, Moreau continuait de parler de sa voix monotone et cruelle, citant des clauses et des sous-clauses d'un document que je ne connaissais même pas, il y a 3 mois. Chaque mot était un coup de poignard. Mademoiselle Hélène Moreau a perdu tous ses droits légaux sur le patrimoine familial pour avoir publiquement remis en question les donations établies par la matriarche de la famille. Ma propre tante, Béatrice, était assise au premier rang, évitant mon regard, les mains croisées sur son sac en cuir, comme si j'étais un fantôme gênant qu'elle préférait ne pas voir. Mais quelque chose en moi refusait de se briser. Même les jambes tremblantes, même la voix étranglée par l'émotion, je savais que je ne pouvais pas simplement accepter cette injustice. J'avais entre les mains une enveloppe jaunâtre, au coin usé par le temps, qui changerait tout. À l'intérieur se trouvait la vérité qu'ils essayaient d'enterrer depuis plus de 20 ans. Ma grand-mère, Madame Espérance Moreau, n'était pas la femme altruiste qu'ils présentaient au monde. Et l'Institut qui portait notre nom était loin d'être l'institution caritative qu'il prétendait être. Tout avait commencé 6 mois auparavant, par un après-midi ensoleillé de mars. Je revenais du travail. Je dirigeais une petite agence de conseil en événements d'entreprise, quelque chose de modeste, mais qui me procurait une satisfaction personnelle. Lorsque j'ai trouvé mon courrier éparpillé par terre dans le hall de mon appartement. Parmi les factures habituelles, il y avait une enveloppe différente, avec mon nom écrit à la main dans une ancienne calligraphie. À l'intérieur, une feuille de papier à en tête de l'Institut, et une seule phrase qui changerait ma vie à jamais. Vous ne faites plus partie de la famille, on ne vous a simplement pas encore prévenu. Ma première réaction a été de rire. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, peut-être d'un ancien employé mécontent. Mais lorsque j'ai appelé ma tante Béatrice, la seule parente proche qu'il me restait, sa voix glaciale m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Hélène, nous devons parler, demain, au cabinet du docteur Sylvestre. À 2 heures de l'après-midi, a-t-elle dit, sur ce ton sec que je connaissais depuis mon enfance. Et ne soyez pas en retard. Cette fois, c'est sérieux. Le téléphone a raccroché avant que je puisse poser la moindre question. J'ai passé toute la nuit à tourner en rond dans mon lit, essayant de comprendre ce que j'avais pu faire de mal. Ma vie avait toujours été une succession de tentatives pour plaire, pour être à la hauteur des attentes familiales. J'ai grandi dans une famille où l'amour était conditionnel à la performance, où chaque geste était mesuré, chaque mot pesé. Ma grand-mère Espérance est morte quand j'avais 15 ans, laissant un vide immense et une pression constante pour honorer sa mémoire. Espérance Moreau avait été une femme extraordinaire, du moins c'est ce que tout le monde disait. Venue d'une famille modeste de la campagne, elle avait réussi à construire un empire, grâce à beaucoup de travail et de détermination. Elle avait commencé en vendant des douceurs de part en part, puis elle avait ouvert une petite pâtisserie, qui s'était transformée en une chaîne de restaurants, qui à son tour avait donné lieu à des investissements immobiliers, et enfin, à la création de l'Institut de recherche médicale qui portait notre nom. L'histoire officielle était belle, une femme qui s'était enrichie et avait décidé de rendre à la société tout ce qu'elle avait reçu, créant une institution qui finançait des recherches sur les maladies rares
et offrait des traitements gratuits aux familles démunies. J'ai grandi en écoutant ces histoires, sentant le poids de la responsabilité de perpétuer cet héritage. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, et j'ai été élevé par ma grand-mère, puis après sa mort, par ma tante Béatrice. J'ai toujours été une enfant calme, studieuse, essayant de compenser l'absence de mes parents en étant la petite fille parfaite. À l'école, lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais sans hésiter, je veux m'occuper de l'institut de ma grand-mère. Ce n'était pas vraiment un rêve d'enfant, mais c'était ce qu'on attendait de moi. Lorsque j'ai eu 18 ans, Béatrice m'a emmené au notaire pour signer plusieurs documents. Ce ne sont que des formalités, m'a-t-elle expliqué, pour garantir que vous ayez accès aux ressources de la famille en cas de besoin. J'ai tout signé sans poser de questions. Je lui faisais entièrement confiance. Après tout, elle était la seule famille qu'il me restait, la sœur cadette de ma grand-mère, qui m'avait toujours montré beaucoup d'affection. Du moins c'est ce que je croyais. La réunion au cabinet du docteur Sylvestre fut un cauchemar. Cet homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, plaqués en arrière, et aux lunettes à monture dorée, m'accueillit d'un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Béatrice était déjà là, assise dans un fauteuil en cuir, affichant une parfaite aisance. Je me suis sentie comme une étrangère dans cet environnement qui aurait dû me paraître familier. Après tout, c'est là que les affaires de famille étaient toujours traitées. Hélène, commença le docteur Sylvestre, feuilletant un épais dossier, je dois vous informer de quelques changements dans la structure légale du patrimoine familial. Ces paroles sonnaient trop formelles, distantes. Il a récemment été découvert que vous aviez violé une clause fondamentale de l'accord établi par votre grand-mère. Mon estomac s'est noué. Quelle clause? Ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Celle qui interdit toute remise en question publique des décisions de l'Institut. Le mois dernier, vous avez fait des commentaires déplacés lors d'un événement caritatif, remettant en question l'utilisation des fonds. Le souvenir m'est revenu comme une gifle. C'était vrai. Lors d'un dîner de gala de l'Institut, j'avais discuté avec une journaliste de la possibilité d'une plus grande transparence dans les comptes de l'institution. Ce n'était rien de grave, juste une conversation informelle, où j'avais mentionné qu'il serait intéressant d'avoir des rapports plus détaillés sur l'utilisation des fonds. Je pensais agir de manière responsable, veillant au legs familial. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être considéré comme une trahison. À cause de cette infraction, continua le docteur Sylvestre, les documents que vous avez signés à 18 ans, qui en réalité ratifiaient un accord conclu lorsque vous aviez 10 ans, ont été activés. Vous n'avez plus aucun droit sur le patrimoine familial, pas même le droit d'utiliser le nom Moreau dans un contexte officiel. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je me suis tourné vers Béatrice, espérant trouver de la surprise, de l'indignation, un quelconque signe qu'elle allait me défendre. J'ai trouvé, à la place, un regard froid et calculateur. Vous avez toujours été très naïve, Hélène, dit-elle, avec une cruauté qui m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. Espérance savait que vous n'aviez pas le profil nécessaire pour protéger ce qu'elle avait construit. C'est pourquoi elle a créé ce système de protection. Je suis sorti de ce cabinet en titubant, comme si j'avais reçu une raclée. Sur le trottoir, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Les gens passaient à côté de moi, vivant leur vie, tandis que la mienne s'effondrait complètement. Je n'avais plus de famille, plus de nom, plus d'avenir. Du moins c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Les jours suivants furent les plus sombres de ma vie. J'ai essayé d'appeler quelques cousins éloignés, espérant trouver des alliés, ou au moins des gens qui pourraient m'expliquer ce qui se passait. La plupart n'ont même pas répondu à mes appels. Les quelques-uns qui m'ont parlé ont été polis, mais distants, comme si j'étais une inconnue essayant de profiter du nom de la famille. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que la situation était bien plus complexe que je ne l'imaginais. Une semaine après le face-à-face au cabinet, j'étais en train de ranger de vieux documents dans mon appartement lorsque j'ai trouvé une boîte que ma grand-mère m'avait laissée. Je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention, ce n'était que quelques objets personnels, de vieilles photos, des lettres sans importance. Mais en fouillant ces papiers avec les yeux d'une adulte, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Il y avait des correspondances entre ma grand-mère et des personnes que je ne connaissais pas, mentionnant des problèmes avec les auditeurs et la nécessité de régulariser certaines transactions. Dans l'une des lettres, datée de quelques mois avant sa mort, elle écrivait à quelqu'un
j'ai peur de ce qui pourrait arriver à Hélène lorsqu'elle découvrira la vérité. Il vaut peut-être mieux qu'elle ne sache jamais quelle vérité. De quoi ma grand-mère avait-elle peur? Et pourquoi ne devrais-je pas le savoir? Ces questions ont commencé à me consumer. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai passé des semaines à la bibliothèque municipale, à rechercher de vieux journaux, à chercher des informations sur les premières années de l'Institut. Ce que j'ai trouvé m'a encore plus confuse. Il y avait plusieurs articles sur des irrégularités financières, des enquêtes mystérieusement classées sans suite, des employés qui avaient dénoncé des problèmes internes et avaient ensuite disparu de la ville. C'est alors que j'ai rencontré Mark, un journaliste retraité qui avait couvert les scandales de l'Institut dans les années 90. C'était un homme d'une soixantaine d'années, maigre, avec une barbe blanche bien taillée et des yeux intelligents qui semblaient voir au-delà des apparences. Lorsque j'ai mentionné mon nom de famille, il m'a regardé avec un mélange de curiosité et de compassion. « Vous êtes la petite fille d'Espérance ?» a-t-il demandé. J'ai toujours pensé qu'un jour, quelqu'un de la famille viendrait me voir. Mark m'a raconté des choses qui ont complètement changé ma perception de ma grand-mère et de l'Institut. Espérance Moreau n'était pas la femme intègre que tout le monde décrivait. Elle avait bâti sa fortune grâce à des montages complexes de blanchiment d'argent, utilisant l'Institut comme façade pour des opérations illégales. Les traitements gratuits étaient en réalité des expérimentations non autorisées sur des patients vulnérables. Les recherches médicales servaient à justifier le mouvement d'énormes sommes d'argent sale. Votre grand-mère était une femme intelligente et ambitieuse, m'a expliqué Mark. Mais elle était aussi cruelle et sans scrupules. Elle savait que tôt ou tard, tout serait révélé. C'est pourquoi elle a créé tout ce système juridique complexe pour protéger son patrimoine même après sa mort. Et vous, ma chère, n'étiez qu'une pièce dans ce jeu. Les révélations de Mark m'ont dévasté, mais elles m'ont aussi donné quelque chose que je n'avais pas depuis des mois. Si ma grand-mère avait créé ce système pour protéger des opérations criminelles, alors mon exclusion de la famille n'était pas une trahison, c'était une opportunité, une chance de faire ce qui est juste, même si cela devait me coûter tout ce que je croyais posséder. J'ai décidé de chercher plus de preuves. Mark m'a présenté à plusieurs personnes qui avaient travaillé à l'Institut et disposaient d'informations précieuses. Il y avait Sarah, une ancienne infirmière qui avait été témoin des expérimentations illégales et avait gardé des documents compromettants pendant toutes ces années, craignant pour sa sécurité. Il y avait aussi le docteur Robert, un médecin retraité qui avait été licencié pour avoir remis en question les protocoles de recherche et qui connaissait parfaitement les irrégularités financières. Lentement, j'ai assemblé les pièces du puzzle. L'Institut était en réalité le centre d'une opération criminelle sophistiquée impliquant le trafic d'organes, des expérimentations médicales illégales et le blanchiment d'argent pour des cartels internationaux. Ma grand-mère avait tout mis en place, et ma tante Béatrice non seulement était au courant de tout, mais elle avait pris le contrôle des opérations après la mort d'Espérance. Et ici, cher lecteur qui suivez cette histoire, je dois faire une pause. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous comprenez que certaines vérités sont difficiles à avaler, mais doivent être dites. Il existe tant d'histoires comme celle-ci, de personnes qui découvrent que leur famille n'était pas ce qu'elle semblait être. Si vous vous identifiez à ce combat, à ce besoin de rechercher la vérité même lorsqu'elle fait mal, continuez à suivre des récits comme celui-ci. Ce sont des histoires de courage, d'individus ordinaires qui ont refusé d'accepter les injustices. Pour revenir à mon enquête, c'est pendant cette investigation que j'ai retrouvé Antoine, mon ami d'enfance. Il était devenu avocat et, lorsqu'il a appris ma situation, il s'est proposé de m'aider. Antoine a toujours été quelqu'un de spécial, honnête, courageux, avec un sens de la justice qui m'inspirait. Enfant, il avait l'habitude de me défendre contre les brutes de l'école. Et maintenant, adulte, il était prêt à me défendre à nouveau, même en connaissant les risques. Hélène, m'a-t-il dit lors de l'une de nos rencontres secrètes, ce que vous avez découvert est très grave. Si nous obtenons des preuves concrètes, nous pourrons non seulement récupérer vos droits, mais aussi exposer tout ce réseau criminel. Mais vous devez comprendre que cela va être dangereux. Nous parlons de beaucoup d'argent, de personnes puissantes qui n'hésiteront pas à se protéger. Je connaissais les risques, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Pas après avoir découvert que toute ma vie avait été un mensonge, que j'avais été élevé pour être une façade respectable pour des opérations criminelles. Pendant des mois, Antoine et moi avons travaillé ensemble, collectant des preuves, interrogeant des témoins,
construisant un dossier solide contre l'Institut. C'est pendant cette période qu'il s'est passé quelque chose qui a failli me faire abandonner tout. Un soir, en rentrant chez moi après une réunion avec Sarah, je me suis rendu compte que j'étais suivi. Une voiture noire m'a suivi pendant plusieurs pâtés de maison, en gardant toujours ses distances. Lorsque je suis arrivé à mon immeuble, 2 hommes m'ont abordé. Ils étaient polis, bien habillés, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui m'a terrifié. « Mademoiselle Hélène », a dit l'un d'eux, « nous sommes venus ici pour vous donner un conseil amical. Cessez de poser des questions sur l'Institut. Cela ne mènera à rien de bon, ni pour vous, ni pour les personnes qui vous aident. » La menace était claire. Ils connaissaient Antoine, Sarah, tous ceux qui me soutenaient. J'ai passé cette nuit sans dormir, pleurant de peur et de rage. Pour la première fois, j'ai sérieusement pensé à abandonner, à accepter mon destin et à essayer de reconstruire ma vie loin de tout cela. Mais le lendemain, Sarah m'a appelé, sa voix tremblait, mais elle était déterminée. « Hélène, ils sont venus ici aussi. Ils ont essayé de m'intimider. Mais savez-vous ce que cela signifie? Que nous sommes sur la bonne voie. Ils ne menacent que lorsqu'ils ont peur. » Ces paroles m'ont donné la force dont j'avais besoin. S'ils essayaient de nous faire taire, c'est parce que nous avions quelque chose qui les effrayait. C'est alors que j'ai pris la décision la plus courageuse de ma vie. Au lieu de me cacher, j'ai décidé d'accélérer notre enquête. Antoine a obtenu l'accès à des documents bancaires qui montraient les mouvements suspects de fonds de l'Institut. Sarah m'a donné des copies de rapports médicaux qui prouvaient les expérimentations illégales. Le docteur Robert a enregistré un témoignage détaillé sur tout ce qu'il avait vu pendant ces années de travail. Avec toutes ces preuves en main, Antoine a préparé une requête judiciaire contestant mon exclusion de la famille et simultanément, dénonçant les activités criminelles de l'Institut. Nous savions que ce serait une bataille difficile, mais nous étions prêts. La réponse n'a pas tardé. Béatrice, par l'intermédiaire de ses avocats, a tenté de discréditer nos preuves, alléguant qu'il s'agissait de falsification motivée par mon ressentiment suite à mon exclusion familiale. Elle a utilisé son influence pour mobiliser les médias locaux contre moi, me dépeignant comme une jeune femme perturbée. Et Cupide, qui essayait de détruire la réputation d'une institution respectable. Ce fut une période terrible. Ma photo est apparue dans les journaux avec des titres tels que l'héritière rejetée, attaque la famille et la vengeance d'une Moreau. Nous avons perdu des témoins importants. Certains ont été achetés, d'autres ont été intimidés au point de quitter la ville. Il y a eu des moments où Antoine lui-même m'a suggéré qu'il serait peut-être préférable de chercher un accord, d'accepter une indemnisation et de commencer une nouvelle vie loin de là. Mais il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas accepter la défaite. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de nom de famille. Il s'agissait de justice, de toutes les personnes qui avaient été lésées par les opérations de l'Institut, de laver le nom de ma famille des choses terribles que ma grand-mère avait faites. Il s'agissait de me prouver que je n'étais pas la personne faible et manipulable que tout le monde pensait que j'étais. Le tournant est arrivé d'où on s'y attendait le moins. Un jour, nous avons reçu la visite d'un homme nommé Albert, qui s'est présenté comme ancien comptable de l'Institut. Il y avait travaillé pendant plus de 15 ans et connaissait parfaitement toutes les opérations financières. Albert nous a apporté quelque chose d'inestimable, des copies de tous les registres comptables réels de l'Institut, y compris les comptes secrets utilisés pour le blanchiment d'argent. J'ai gardé tout ça comme une police d'assurance, nous expliqua-t-il. J'ai toujours su qu'un jour la vérité éclaterait au grand jour. Quand j'ai vu votre histoire dans les journaux, j'ai su que le moment était venu. Les documents qu'Albert nous a remis étaient la preuve définitive dont nous avions besoin. Ils montraient clairement comment l'argent circulait entre les comptes de l'Institut et des organisations criminelles. Comment les traitements médicaux étaient surfacturés pour justifier des dépenses inexistantes. Comment les expérimentations illégales étaient financées. Avec ces nouvelles preuves, notre position juridique s'est considérablement renforcée. Antoine a obtenu une injonction provisoire empêchant l'Institut de déplacer ses principaux actifs pendant l'enquête. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que nous avions peut-être une vraie chance de gagner. L'assemblée qui allait décider de mon sort était fixée à un jeudi d'octobre. Le lieu choisi était le hall principal de l'Institut, une ironie cruelle. J'étais jugé dans le lieu même que ma famille avait utilisé pour des activités criminelles. Antoine a passé des jours à me préparer pour ce moment. Nous savions que ce serait notre seule chance de présenter tout ce que nous avions découvert. Le matin de l'assemblée, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Ce n'était pas exactement de la confiance,
mais ce n'était plus non plus de la peur. C'était une détermination froide, presque clinique. J'ai enfilé mon plus beau tailleur, j'ai attaché mes cheveux impeccablement, et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait en retour était différente de celle qui avait reçu la première lettre anonyme des mois auparavant. Celle-ci avait de la force dans les yeux, de la détermination dans la posture. Celle-ci n'était plus une victime. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé debout dans ce hall, publiquement humilié, mais portant en moi la vérité qui allait tout changer. Lorsque l'avocat de l'Institut a terminé son accusation formelle, ce fut mon tour de parler. Ma voix a tremblé au début, mais elle a gagné en force au fur et à mesure que je parlais. Messieurs les membres du conseil, et je commençais, vous m'accusez de trahison pour avoir remis en question les activités de l'Institut. Mais je vous demande, qui a réellement trahi la confiance publique ici? J'ai ouvert l'enveloppe que je portais avec moi, et j'ai commencé à présenter les preuves, une par une. Les relevés bancaires, les rapports médicaux falsifiés, les témoignages des victimes des expérimentations illégales. À chaque document que je montrais, je voyais les visages dans l'assistance changer. La confiance initiale laissait place à la surprise, puis à l'inquiétude, enfin à la panique. Béatrice, qui jusqu'alors me regardait avec dédain, était maintenant pâle, les mains visiblement tremblantes. Cette institution, et je poursuivis, ma voix maintenant ferme et claire, qui devrait honorer la mémoire de ma grand-mère, perpétue en réalité les crimes qu'elle a commis. Et vous, messieurs les conseillers, vous n'êtes pas les gardiens d'un héritage, vous êtes les complices d'une opération criminelle. Le silence qui a suivi a été assourdissant. On pouvait entendre la respiration des gens, le cliquetis nerveux d'un bracelet, le grincement d'une chaise. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. C'est alors que Béatrice s'est levée. Son visage était transfiguré par la colère. Tout le masque de respectabilité était tombé. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » a-t-elle crié. « Vous êtes une ingrate. Espérance vous a élevé, vous a tout donné, et maintenant vous venez ici détruire tout ce qu'elle a construit. » Sa réaction était parfaite. Elle confirmait tout ce que j'avais dit. Une personne innocente aurait été choquée par les accusations, aurait exigé une enquête. Béatrice a réagi comme une criminelle acculée. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Antoine a présenté notre requête juridique, exigeant non seulement ma réintégration à mes droits familiaux, mais aussi une enquête complète sur les activités de l'Institut. Certains membres du conseil, réalisant la gravité de la situation, ont commencé à prendre publiquement leur distance avec Béatrice. Dans les mois qui ont suivi, la vérité a entièrement été révélée. Les autorités ont ouvert une enquête formelle qui a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans les opérations criminelles. Béatrice a été arrêtée pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et une série d'autres crimes. L'Institut a été fermé et ses actifs ont été confisqués. Quant à moi, non seulement j'ai récupéré mes droits sur le patrimoine familial, mais je suis devenu responsable de décider quoi en faire. Ce fut une décision difficile, mais que j'ai prise le cœur tranquille. J'ai utilisé tout l'argent pour indemniser les victimes des expérimentations illégales et pour créer un véritable fonds de recherche médicale. Cette fois avec une totale transparence et une supervision indépendante. Antoine et moi nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie modeste mais pleine d'amour. Aujourd'hui, je dirige une organisation à but non lucratif qui aide les personnes victimes de crimes familiaux, parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi, qui ont grandi sans savoir que leur famille cachait des secrets terribles. En regardant en arrière maintenant, je réalise que cette lettre anonyme, aussi cruelle qu'elle ait été, a été le meilleur cadeau que quelqu'un ait pu me faire. Elle m'a libéré d'une vie de mensonges, et m'a montré qui j'étais vraiment. Non pas la petite fille obéissante d'une criminelle, non pas l'héritière passive d'un héritage souillé, mais une femme capable de se battre pour ce qui est juste, même si cela signifie perdre tout ce que je croyais posséder. La véritable force ne réside pas dans l'acceptation passive de ce qui nous est imposé, mais dans le courage de remettre en question, d'enquêter, de lutter pour la vérité même lorsqu'elle est douloureuse. Parfois, tout perdre est le premier pas pour trouver qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, lorsque je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui n'a pas peur de faire face à la vérité, aussi dure soit-elle. Une femme qui a appris que la véritable famille ne se définit pas par le sang ou par des documents légaux, mais par les personnes qui restent à nos côtés lorsque tout s'effondre. Une femme qui a découvert que le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est ni l'argent ni les biens, mais la certitude d'avoir fait ce qui était juste.
Et s'il y a une leçon que je veux Partager avec ceux qui lisent cette histoire, c'est celle-ci: ne jamais accepter une injustice sans se battre. ne jamais permettre Permettre aux autres de définir qui vous êtes ou de quoi vous êtes capable. et jamais, Jamais renoncer à la recherche de la vérité, même si elle détruit tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie. car parfois C'est seulement lorsque nous perdons tout que nous découvrons tout ce que nous possédons réellement. et ce que nous possédons réellement, notre intégrité, notre courage, notre capacité à aimer, Et à lutter pour ce qui est juste, cela, personne ne peut nous le prendre. c'est ce qui nous définit, non le nom de famille. Que nous portons, ou l'argent que nous avons hérité. Aujourd'hui je suis Hélène, Juste Hélène, et cela suffit amplement.